Bonsoir et bienvenue pour ce Facebook Live du mercredi soir. Donc ce soir la thématique est tout autre, hein, c'est pourquoi est-ce que je n'arrive pas à avoir d'enfant. En fait, c'est en discutant avec une collègue cette semaine qui m'a dit tiens, j'ai quelqu'un qui vient me voir pour cette problématique-là. C'est une personne qui a fait des FIV, qui a fait je dirais tous les protocoles, qui a respecté tous les protocoles pour pouvoir avoir un enfant, hein, avec son conjoint. Et puis ça marche pas, ça veut pas. Donc peut-être que déjà vous avez entendu parler de personnes de couple, hein, qui voulaient avoir un enfant. Leur premier généralement qui est un peu plus difficile à avoir que les autres, encore que des fois, bonsoir Ticia, des fois pour certaines personnes c'est compliqué, à la limite ils ont un enfant, et puis c'est le deuxième qui est un peu plus compliqué. On va partir vraiment pour les personnes qui n'en ont pas du tout, sur ce principe-là en tout cas. Et donc en fait ce qui se passe c'est que une femme qui n'arrive pas à avoir d'enfant avec son conjoint, eh bien peut-être que vous avez déjà entendu parler de ça, bonsoir Pascaline, c'est que les personnes à la limite vont faire les examens, vont avoir les traitements hormonaux. Souvent, la plupart du temps, en fait, on ne sait pas en fait. La médecine ne sait pas pourquoi les gens n'arrivent pas à avoir d'enfants. Très souvent, bonsoir Stéphanie. Bien parce que physiologiquement, le corps en fait du futur papa et de la future maman, fonctionne très bien. Les spermatozoïdes sont là en quantité. Madame est tout à fait prête à accueillir un enfant dans son utérus, mais on ne sait pas pourquoi. Euh, Ils ont beau essayer d'avoir un ou deux enfants, en fait, ça ne prend pas, ça ne marche pas. Donc c'est ça que je vais essayer de développer, c'est-à-dire que au-delà de problèmes mécaniques, de problèmes physiques qui font que la personne n'arrive pas à avoir d'enfant, eh bien c'est qu'en fait ça doit certainement se passer ailleurs. Le problème n'est pas dans le corps à proprement parler de la personne, et certainement que le problème qui crée cette incapacité à avoir un enfant, en tout cas temporaire, eh bien ça peut certainement venir d'ailleurs. Voilà. Donc après il y a Pascaline qui nous fait un commentaire comme quoi les cas d'endométriose peuvent entraîner des difficultés à avoir des enfants. En effet, parce que par exemple si on prend l'origine émotionnelle d'une endométriose, hein, au sens large, l'origine émotionnelle au sens large, après c'est au cas par cas évidemment, une femme qui va faire de l'endométriose, eh bien c'est une personne qui inconsciemment va percevoir comme quoi soit elle n'est pas au bon endroit pour accueillir l'enfant, soit elle n'est pas forcément avec le bon conjoint pour accueillir l'enfant, soit euh, l'appartement est en travaux, la maison est en travaux, ou c'est trop petit pour accueillir l'enfant, donc quelque part le couple n'est pas prêt à accueillir l'enfant. Bref, il peut y avoir tout un tas de scénarios différents qui font que psychologiquement, maman perçoit cette incapacité à accueillir l'enfant là, tel qu'il pourrait se présenter, en tout cas à avoir un enfant. Et donc notre cerveau va réagir au quart de tour pour faire en sorte que l'enfant puisse être quand même accueilli, c'est-à-dire qu'il va créer, comme s'il voulait créer un utérus en dehors de l'utérus. Et c'est pour ça que l'endométriose, en fait, ce sont vraiment des cellules de l'intérieur de l'utérus qui prolifèrent autour de différents organes dans le corps. Mais généralement, c'est parce que la personne, consciemment ou inconsciemment, souhaite ou souhaiterait avoir un enfant, mais elle n'est pas avec le bon conjoint, elle n'est pas avec son bon job, à la limite, elle n'a pas suffisamment d'argent, elle n'a pas le bon travail pour pouvoir après accueillir et nourrir son enfant. Il y a tout un tas de scénarios possibles. Ça fait partie des origines émotionnelles de l'endométriose et ça se déprogramme très bien. Hein, c'est-à-dire qu'on va aller chercher justement ce qui bloque chez la personne et par tout un jeu de verbalisation, hein, de par ma technique thérapeutique, en fait, on va aller déprogrammer la personne de ce qui fait qu'elle a une endométriose. Donc c'est directement des perceptions inconscientes qui font que ça agit sur son corps physique. Et là c'est prolifération, moi je dirais prolifération anarchique de cellules de l'épithélium de l'utérus. Donc, en ce qui concerne la procréation, eh bien, pour les personnes qui me connaissent, elles vont pas être très surprises. Eh bien, ça va être à peu près le même scénario que pour l'endométriose. C'est qu'est-ce qui fait que inconsciemment, soit papa, soit maman, soit le couple, l'union des deux, qu'est-ce qui fait qu'inconsciemment, en fait, ils ne peuvent pas avoir d'enfants, ils n'arrivent pas à avoir d'enfants. Donc ça peut être inconscient, ça peut être ce qu'on appelle du transgénérationnel, c'est-à-dire que, je vais développer un peu plus dans la soirée, et c'est-à-dire que, en fait, pour faire simple, on ne contrôle rien de notre vie. C'est-à-dire que c'est pas parce que je veux faire quelque chose dans ma vie que ça va forcément se faire. Et en fait, il y a tout un tas de paramètres qui vont rentrer en compte pour faire en sorte qu'en effet, on peut avoir un enfant, ou bien
on n'arrivera pas à avoir un enfant tant qu'il y a des choses qui ne seront pas libérées, qui ne seront pas dégagées. Alors, j'ai un commentaire de Magali. Comment peut-on expliquer que l'endométriose était moins développée dans le passé? Les conditions idéales pour accueillir un enfant étaient encore plus difficiles. Bah là, après, j'ai pas les chiffres pour savoir si dans le passé c'était moins développé ou pas. Peut-être que dans le passé, ça remonte à combien d'années en fait? Est-ce que c'est il y a 50 ans, il y a 100 ans, il y a 200 ans? Maintenant, aujourd'hui, les progrès de la médecine font qu'il y a des diagnostics qui sont posés. Et peut-être qu'à une époque, la condition de la femme faisait que de toute façon, la femme se disait bah, je suis avec tel homme et le programme c'est comme je me marie avec tel homme, eh bien on est là pour faire des enfants. Je dirais que peut-être que dans le passé, les couples qui se formaient, ben, il n'y a encore pas si longtemps que ça, même en France, c'était pas forcément des mariages d'amour, c'était des mariages bah, parce que voilà, lui c'était un bon parti, il avait une bonne ferme. Vous voyez, il y avait quelque part des mariages, des unions en tout cas qui se faisaient, mais c'était plus par convention dans le village, dans la ville où les gens habitaient. Et puis bah, de toute façon, s'ils se mettaient en couple, les gens c'était pour avoir des enfants. C'était le programme évident. Et donc quelque part, bah, peut-être qu'il y avait moins d'endométriose, mais je dis bien peut-être parce qu'encore là, il faudra avoir des chiffres, parce que peut-être que les femmes avaient d'énormes douleurs et avaient de l'endométriose, mais ce n'était pas diagnostiqué. Donc j'ai pas les chiffres. Et donc, qu'est-ce qui peut faire si je prends vraiment chez une femme, par exemple, qu'est-ce qui fait qu'une femme, bah, même si physiologiquement tous les organes fonctionnent, qu'elle ovule tous les mois, que les ovaires sont en bon état, que son utérus est OK pour accueillir un enfant, bah, qu'est-ce qui fait que l'enfant ne va pas réussir à apparaître à un instant T? Alors ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque le spermatozoïde va féconder l'ovule, eh bien il va se passer 7 jours où cet œuf là qui vient de se créer, eh bien en fait il va circuler pendant 7 jours avant de s'accrocher sur les parois de l'utérus. Et là il peut se passer tout un tas de phénomènes qui font que pour une raison X ou Y, eh bien cet œuf ne va pas aller s'accrocher sur les parois de l'utérus. Et là où c'est énorme, c'est que le corps de la femme va produire une sorte de drogue pour faire en sorte que l'œuf vienne s'accrocher. Et ça s'approche un peu, c'est comme si on venait shooter un peu cet œuf, et il va y avoir un dégagement de certaines substances à l'intérieur de l'utérus pour vraiment, je dirais presque amadouer, pour faire en sorte que l'œuf vienne s'accrocher. Donc il y a tout un tas de chimie qui apparaît, et ensuite, si la magie de la vie opère, eh bien l'œuf va pouvoir s'accrocher sur les parois de l'utérus, et à ce moment-là, il va y avoir prolifération des cellules. Mais donc il peut très bien y avoir des blocages inconscients, par exemple, chez maman, qui font que eh bien, ce programme avoir un enfant, c'est peut-être pas la meilleure des choses. Alors très souvent, ce qu'on va retrouver, sans aller chercher dans des considérations spirituelles, ésotériques ou en transgénérationnelles ou en karmique, eh bien c'est peut-être que quand elle était petite fille, elle a entendu certaines choses qui ont pu la choquer, qui ont pu la marquer. Peut-être qu'elle a entendu sa mère, en fait, qui avait déjà 1 ou 2 enfants avant que cette petite fille naisse, ou même juste un enfant, ça a suffi, et maman se sentait débordée. Maman n'arrivait pas à fournir, elle n'arrivait pas à pouvoir vivre sa vie comme elle le sentait. Bonsoir Florence. Et donc, peut-être qu'à ce moment-là, la petite fille, eh bien, quelque part, elle s'est verrouillée dans son programme biologique de reproduction. C'est-à-dire que l'enfant a très bien pu vivre une scène, a très bien pu entendre des phrases qui l'auront vraiment choqué, qui l'auront peut-être blessé en son fort intérieur, et qui fait que à l'âge adulte, eh bien, ça va lui déprogrammer ce programme biologique de reproduction. Alors j'ai Florence qui me pose la question, est-ce que la raison des fausses couches est grossesse extra-utérine? Est-ce la raison? Ben ça après, en fait, il peut y avoir toute une sorte de décodage par rapport aux fausses couches et aux grossesses extra-utérines. C'est pas le sujet de ce soir. Là, moi, je parle vraiment des personnes qui n'arrivent pas à avoir d'enfants. Alors évidemment, si tu me dis, bah oui, mais quand on fait des fausses couches à répétition, on n'arrive pas à avoir d'enfants. Alors ok, du coup, je te reprends là-dessus. Je vais le développer après, et là, je vais plus parler de transgénérationnel. Donc en fait, je continue sur mon développé par rapport à la petite fille qui a pu vivre vraiment quelque part comme un choc émotionnel. Si elle a entendu que, par exemple, maman disait, ou ça peut être la nourrice qui disait, j'en ai ras-le-bol des gamins, faites des gosses. Vous savez, il y a cette fameuse expression, c'est faites des gosses, l'air de dire, bah,
on a fait des enfants, j'ai des enfants, mais j'en ai un petit peu ras-le-bol, quoi. En fait, c'est des phrases qui peuvent paraître anodines et qui sont lâchées comme ça sur un coup de tête. Mais sauf que si l'enfant est dans la même pièce que le parent qui va dire ça, ou que la nounou va dire ça, je peux vous dire que l'enfant, lui, dans sa tête, ça peut directement lui imprégner une certaine mémoire émotionnelle, l'air de dire, bah ouais, en fait, avoir des enfants, eh ben, c'est plus une contrariété, c'est plus une contrainte qu'un épanouissement, que d'être heureux. Et ça peut être des choses vraiment très très simples comme ça qui font qu'une personne peut, comment dire, se conditionner à ne pas avoir d'enfant, à ne pas réussir à avoir d'enfant alors que physiologiquement tout va bien. Une maman, enfin une future maman, peut très bien avoir d'énormes difficultés à avoir un enfant tout simplement parce que on va dire que c'est son enfant intérieur qui s'exprime. Alors l'enfant intérieur c'est quoi? C'est vos émotions que vous avez ressenties quand vous étiez enfant, des émotions que vous n'avez pas forcément pu exprimer parce que on n'écoute pas forcément l'enfant et l'enfant peut être un peu plus introverti. Déjà les adultes ont du mal à exprimer leurs émotions, donc très souvent pour les enfants ce n'est pas plus simple évidemment. Et donc ce qui se passe c'est que ce qu'on appelle l'enfant intérieur, eh bien en fait ce sont des mémoires émotionnelles inconscientes, des traumatismes inconscients, des contrariétés inconscientes, donc ça va être des stress, des colères, des états dépressifs inconscients que l'enfant aura pu ressentir quand il était enfant, qu'il n'aura pas pu libérer, évacuer, hein. Et en fait, ça y est, ça va créer un programme inconscient, ce qui fait que à l'âge adulte, eh bien tout simplement, ce qui se passe, c'est que ça va conditionner soit le comportement de la personne, soit ses façons d'être et d'agir. Et en fait, quelque part, une mémoire inconsciente comme celle-ci, c'est comme une bombe à retardement. C'est-à-dire qu'imaginons, je prends un exemple qui n'a rien à voir avec la procréation, mais imaginons que vous avez un enfant qui va aux toilettes quand il est gamin, hein, et puis il veut sortir des toilettes et là il reste coincé. Il panique. C'est-à-dire qu'il va paniquer pendant 1 ou 2 minutes. Peut-être son entourage va s'inquiéter pour lui et puis son entourage va lui dire bah où est-ce que tu es? Ah, je suis coincé dans les toilettes. Il donne un petit coup de tournevis dans le verrou, hop, ça y est, l'enfant sort des toilettes. Tout va bien, l'enfant retourne jouer. Mais sauf que cette crise de panique qu'aura ressenti l'enfant dans les toilettes pendant 1 à 2 minutes, c'est très court, eh bien ça peut très bien lui conditionner une peur d'être enfermé. Ça peut très bien conditionner une claustrophobie. C'est un exemple. Et ce qui se passe, c'est qu'on va dire que l'enfant intérieur a un conditionnement de claustrophobie, et c'est comme une bombe à retardement, c'est-à-dire qu'à l'âge adulte, eh bien peut-être que la personne n'aura strictement aucun problème à passer dans les ascenseurs, à passer dans les tunnels. Et puis un jour, on ne sait pas pourquoi la personne elle va se sentir enfermée, elle va se sentir comme verrouillée. Et là, il y a cette peur panique inconsciente, programmée de l'enfance, qui va ressortir, et là, elle va avoir un état émotionnel. Elle peut même vraiment faire une énorme crise d'angoisse parce qu'elle se sent enfermée. Et bien en fait, c'est son enfant intérieur qui s'exprime à ce moment-là. Et que ce soit avec des techniques d'hypnose, de sophro, et les miennes évidemment en constellation familiale, eh bien on va aller chercher le programmant de cette claustrophobie lors de l'enfance, déprogrammer cela. Donc ça peut être aussi en PNL par exemple, et en kinésio, de manière à ce qu'à l'âge adulte, la personne ne reproduise plus ce scénario de peur, panique, d'angoisse lorsqu'à un moment elle va se sentir enfermée. Eh bien il va se passer exactement la même chose si une maman, dans son enfance en fait, elle a entendu des mots, elle a vu certaines choses qui ont pu la choquer, qui font qu'aujourd'hui ça la verrouille dans sa procréation, dans sa capacité à se reproduire. Alors vous allez me dire, ouais, capacité à se reproduire, c'est pas un mot très glamour, c'est pas un vocabulaire super sympa. Mais je vais pas employer de termes techniques, mais en fait, avoir des enfants, c'est une capacité à se reproduire. Et donc, puisqu'on va parler de mécanique inconsciente et énergétique, pour moi, je pense que c'est le terme qui convient le mieux ce soir pour être assez clair. Alors, est-ce aussi une histoire de compagnon? Là, en effet, ça peut être une histoire de compagnon. Si quelque part, la personne se dit « je suis avec un compagnon, mais ce n'est pas lui qui me fera mes enfants », et ça de manière tout à fait inconsciente, bien que ça peut venir quand même à un moment à l'esprit, en séance, quelque part, il y a une suite logique, quoi. Je n'ai pas réussi à avoir d'enfant avec cet homme-là, parce que en mon fort intérieur, je savais très bien que ça n'allait pas être lui qui allait être le père de mes enfants. Ok ? Alors, là, je vous ai évoqué le chapitre de mémoire inconsciente en rapport avec l'enfant intérieur de la personne. Imaginons même une personne qui est née, une maman une jeune fille qui naît. Elle est la première de la fratrie, et puis il y a son petit frère qui arrive, ou des petites sœurs qui arrivent après derrière.
et en fait elle se sent comme abandonnée, délaissée, rejetée par maman, papa. Et ben dans son inconscient, elle peut très bien se programmer que avoir des enfants, ça la renvoie à sa blessure de rejet, sa blessure d'abandon, et ce qui fait que c'est une personne qui peut se programmer toute seule le fait que si moi j'ai un enfant, je risque de me replonger dans cette blessure d'abandon, cette blessure de rejet. En fait, si vous voulez, l'inconscient, on ne le maîtrise pas comme ça. C'est pas aussi simple que ça, mais par contre, je peux vous dire que votre cerveau, votre inconscient, lui, il saura très très bien, par rapport à certains détails, à replonger dans un stress inconscient et qui risque de se dévoiler au grand jour, et là notamment par le fait de difficulté à avoir un enfant. Alors Marine, je vais rebondir sur ce que tu dis, c'est-à-dire qu'il y a aussi l'exemple de mamans qui ont peut-être fait des fausses couches, mais je viens plus sur les mamans qui ont fait une ou des IVG et qui après essaient d'avoir un enfant. Et bien là, généralement, ça peut être très compliqué. Alors, ce qui se passe, c'est que, parce que j'ai eu le cas, en fait, c'est une maman qui avait fait une IVG, parce qu'elle était trop jeune, elle n'était pas, voilà, on va dire, un accident de parcours. Elle était trop jeune et puis de toute façon elle n'envisageait pas d'avoir d'enfant avec le garçon avec qui elle avait eu le rapport sexuel et qui avait donné justement qui avait fait en sorte qu'elle soit enceinte. Et donc elle a vécu une IVG. Et ce qui se passe, c'est quand elle m'a consulté, je lui ai dit ouais, t'as fait une IVG, on est d'accord, t'étais quelque part volontaire pour ça parce que t'étais trop jeune, mais je lui dis c'est comme si inconsciemment tu portais toujours l'enfant en toi. Je lui dis énergétiquement, l'enfant est toujours dans ton ventre, il est toujours là, et il ne peut pas laisser la place à un suivant. Donc on a fait tout un travail lors de la séance pour déprogrammer tout ça. C'est-à-dire que c'est une femme qui est tout à fait féconde, mais qui part à cause, je dirais, de cette IVG, parce qu'elle portait quand même certaines culpabilités inconscientes d'avoir empêché la vie de s'incarner en elle, complètement en tout cas, avec l'IVG, et bien en fait, quelque part, elle portait ce stress inconscient de c'est tellement insupportable et violent pour moi d'enlever la vie que pour moi, je considère que l'enfant est toujours dans mon ventre. Et par contre, je peux vous dire que énergétiquement, bébé était toujours là, lui. Ça, il n'y avait pas de problème. Il occupait toute la place dans l'utérus de maman. Donc c'est grâce aux constellations familiales et systémiques que je pratique qu'on va aller chercher justement l'information au niveau de l'enfant qui, quelque part, l'énergie de l'enfant qui est toujours dans le ventre de maman. Il va y avoir un mea culpa qui va être fait avec maman, il va y avoir des explications, il va y avoir un rétablissement d'équilibre entre les différents inconscients. Et ce qui se passe, c'est que en déprogrammant tout ça, eh bien, la maman se libère d'un très gros stress, se libère de culpabilité, s'ouvre de nouveau à pouvoir avoir des enfants. Et c'est surtout qu'on fait le travail, on anticipe un travail par rapport à l'enfant qui va venir après, c'est-à-dire que l'enfant qui viendra après ne sera pas influencé par l'enfant qui est décédé avant lui. Parce que ça, on va le retrouver chez énormément de personnes. Donc, je ne vais pas parler ce soir du jumeau perdu, je crois que j'ai déjà fait un live là-dessus. Mais quand vous avez un enfant qui naît, et si jamais avant lui, il y a pu y avoir des IVG ou des fausses couches, eh bien, il y a de fortes probabilités pour qu'il y ait un lien d'attachement avec les enfants non nés qui ont précédé. Donc c'est pour ça que les enfants non nés, ça va être ce qu'on appelle des jumeaux perdus, des gisants, et ça peut être aussi ces enfants décédés en fausse couche ou en IVG. Et donc ce qui se passe, c'est que si on parvient à libérer maman de ses mémoires de fausse couche ou d'IVG, eh bien on va permettre à l'enfant qui va venir, lui justement, qu'il n'y ait pas de loyauté avec eux. Parce que les loyautés par rapport à ça, c'est celui qui était là avant moi est mort. Est-ce que moi je ne risque pas de mourir? Donc ça peut entraîner un stress inconscient à ce nouveau bébé qui arrive. Ça peut être, oui, toi tu n'as pas survécu, et bien à ce moment-là je vais vivre pour toi. C'est des gens qui sont hyperactifs, c'est des gens qui en font pour 15, enfin là en l'occurrence pour 2, mais c'est des gens qui en font de trop, parce qu'ils se sentent responsables de devoir vivre pour l'autre. Je vis pour toi. On va retrouver à peu près les mêmes schémas avec le jumeau perdu. Vous pouvez avoir d'énormes colères, c'est-à-dire que si l'enfant qui est décédé avant, quelque part, il y a toujours son âme qui erre, qui est toujours là, qui est toujours présente, eh bien en fait, il peut y avoir une colère, c'est-à-dire que c'est « moi je suis parti, toi tu es vivant, et je suis pas d'accord, tu me prends ma place, c'est toi l'aîné, alors que c'est moi qui aurais dû naître en premier ».
Et donc vous avez des personnes qui, très souvent, quand la personne me dit je suis l'aîné de la fratrie, là je me dis attention, en fait, je vous le dis, hein, statistiquement, moi, dans toutes les séances que je fais, c'est rare que l'aîné soit l'aîné. L'aîné est rarement le premier. C'est hyper rare. En fait, soit il a un jumeau, soit il y a eu une fausse couche avant, et très souvent, les fausses couches, en fait, maman peut très bien avoir une perte de sang à un instant T, ça passe complètement inaperçu, mais elle a fait une fausse couche. Hein. Bébé peut très bien juste, donc je vous dis, il y a 7 jours avant que l'œuf vienne se fixer sur les parois de l'utérus, mais ça peut être, voilà, il s'est à peine fixé, en fait, peut-être même que cet œuf-là n'aura vécu que 7 jours. Mais s'il n'arrive pas à s'accrocher, ben, il va partir avec des pertes de sang. Donc il y a beaucoup de fausses couches en fait, qui passent inaperçues. Tout comme le jumeau perdu, à 99% du temps, ni la personne qui est née, ni la maman ne savaient qu'il y avait un jumeau. Hein, c'est vraiment... voilà, parce que le jumeau a vécu très très peu de temps. Donc si je reviens à ces incapacités, à ces impossibilités à avoir un enfant, eh bien vous voyez déjà qu'il peut y avoir tout un tas de programmes, juste si on considère la vie de la personne, la vie de la maman, là, la vie de couple, par rapport à ce qu'elle a vécu dans son enfance, ou si elle a déjà eu des problèmes donc gynéco avec une IVG ou une fausse couche. Là, on reste vraiment dans du terre-à-terre, on ne part pas dans des considérations où je vais aller maintenant, beaucoup plus loin. Imaginons, on ne trouve ni de problématique de rapport avec la maman, hein, donc la future grand-mère, il n'y a pas eu de fausse couche, il n'y a pas eu de d'IVG. Qu'est-ce qui fait que maman, là, ou la future maman, n'arrive pas à avoir d'enfant? Alors je vais dire à Pascaline, je suis venu après un bébé décédé, déjà, oui, très longtemps, j'ai porté bonus la tristesse de ma mère, c'est pas évident de revenir à soi dans ces cas-là. Non. Hein, Pascaline qui nous partage ça, donc en effet, quand vous êtes dans l'énergie d'un gisant, en fait, hein, d'un bébé qui est décédé avant, il y a tout un tas de scénarios possibles, mais généralement ça vous pourrit un peu la vie, et ça vous pourrit aussi la vie dans le sens où vous pouvez avoir des difficultés à trouver votre place, par exemple. Et donc c'est par rapport aux jumeaux, hein, ou aux gisants, c'est vraiment de rétablir l'équilibre. Ok, il y a des colères, il y a des tristesses, il y a des non-dits émotionnels entre les âmes, je dirais. Eh bien on va rétablir l'équilibre, on va faire en sorte que ce qui n'a pas été dit, ce qui n'a jamais pu être dit, soit dit, et qu'il y ait une paix qui s'installe. Hein, ça se fait aussi simplement que ça. Et donc, une maman peut avoir 1001 difficultés à avoir un enfant, malgré tous les traitements, malgré le fait qu'à la limite, ils partent en vacances, ils se changent l'esprit de stress, du train-train quotidien, et ils n'y arrivent pas, papa, maman n'arrivent pas à avoir d'enfant. Ben là, à ce moment-là, on va plutôt aller chercher, est-ce que chez les ancêtres, est-ce que chez les grands-parents, il y a déjà eu des difficultés à avoir un enfant, ou bien est-ce qu'il n'y a pas eu d'enfant qui serait décédé en couche? Est-ce que dans la généalogie, pour les personnes qui ont un arbre généalogique, là ça peut être très intéressant, est-ce qu'il n'y a pas eu des tantes? Est-ce qu'il n'y a pas eu d'autres grand-mères, des arrière-grand-mères? On va remonter au-dessus, de femmes qui seraient mortes en couche. C'est-à-dire que on porte tous les mémoires de tous nos ancêtres. Pourquoi? Parce que si moi je suis ici devant vous, c'est parce que j'ai papa, maman qui ont un rapport sexuel, il y a eu fécondation, et vous avez Grégory Pelletier en face de vous. Mais avant que ça se passe, eh bien, mon père et ma mère, il s'est passé la même chose avec leurs parents, même chose avec leurs parents, etc., 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 etc. Et ça sur des dizaines ou centaines ou des millions de générations avant nous. Nous sommes le fruit, nous sommes le résultat de tous nos ancêtres. En bien comme en moins bien. Mais ce qu'il faut vous dire, c'est que nous sommes le résultat de tous nos ancêtres et nous avons pris, je dirais, 99,9% de ce qu'il y avait de mieux chez eux. Parce que nous sommes des êtres parfaits physiologiquement. On est en vie, on est là pour vivre peut-être plus de 90, voire même plus de 100 ans au départ. Après, les vicissitudes de la vie, et puis la pollution, et puis tout un tas de choses vont faire que peut-être qu'on décédera plus tôt. Je dis bien peut-être, parce que si ça se trouve, nos générations à nous, on vivra beaucoup plus de 100 ans. Mais donc, nous sommes le fruit de nos ancêtres. Et pour moi, il y a là ce 0,01% qui débarque des ancêtres, on va avoir des loyautés avec des ancêtres et qui font que on peut avoir une pathologie, qui font que on peut avoir un trouble du comportement, qui font que ceci, qui font que cela. Mais pour moi, on est vraiment le fruit de nos ancêtres et on profite à 99,99% , 99 de tout ce qui est bénéfique chez eux.
il reste toute petite part dont on peut chercher à se libérer et dont on va se libérer s'il y a besoin, de manière à pouvoir rétablir un certain équilibre. Donc c'est ce dont je vais vous parler, c'est-à-dire que si dans du transgénérationnel, si on va chercher dans de la psychogénéalogie, dans l'arbre généalogique de la personne, mais en constellation familiale, on n'a pas besoin de l'arbre généalogique. Si on l'a, c'est très bien parce que on va trouver des explications. Là, au moins, on va pouvoir nourrir le mental, on va pouvoir avoir un support pour trouver des explications rationnelles. Mais si on ne l'a pas, eh bien, ce n'est pas grave, on va pouvoir aller chercher ces informations dont on a besoin pour comprendre pourquoi est-ce que la personne n'arrive pas à tomber enceinte. Donc, il y a différents scénarios, c'est-à-dire que si, dans les générations au-dessus, voilà, une femme est morte en couche. Si dans les générations au-dessus, il y a eu par exemple, et ça je peux vous dire qu'il y en a eu plein, moi j'ai mon arrière-grand-mère, elle a eu 12 enfants. Mais vous avez des familles, donc ça remonte à il n'y a pas très longtemps, hein, c'était il y a 100 ans, je dirais, il y a 100 ans, 150 ans. Donc imaginez, ce sont vos arrière-grands-parents ou arrière-arrière-grands-parents, ça remonte pas très très loin, hein. C'est une centaine, 100, 150 ans, il y avait des familles de 20 gamins. Et ça faisait 20 bouches à nourrir. Et parfois, il n'y avait pas suffisamment de nourriture pour tout le monde. Je veux dire, c'était la galère, surtout qu'on a subi les guerres en France. Donc, et puis, il y a plein de gens qui sont venus migrer en France. S'ils sont venus migrer en France, ces personnes-là, c'est parce que dans leur pays, c'est pareil. Souvent, ça manquait de nourriture et ils n'arrivaient pas à donner à manger à tout le monde. Hein, vous avez plein de... en fait, en fonction des flux migratoires, en France, on a eu des Espagnols, on a eu les Italiens, on a eu les Portugais, les Marocains, les Algériens. On a eu voilà, tout un tas d'ethnies qui sont venues. La France, on est vraiment un melting pot de population. C'est-à-dire que quelqu'un qui se déclarerait comme être un Français de pure souche, il me fait rigoler. Parce que tout simplement, si on remonte à 100, 200, pas très loin, 200 ans en arrière, on va lui dire, bah oui, mais regarde, là, tu as quelqu'un qui vient de Hollande. Bah oui, parce qu'il y a un moment, en fait, les Hollandais, ils crevaient tellement la dalle qu'ils sont descendus plus en Europe du Sud. Et puis là, on va lui dire, bah là, ça vient de Germanie, enfin d'Allemagne. Vous voyez, voilà. Et donc, si dans les générations au-dessus, il y a pu y avoir des difficultés à nourrir les enfants, ça peut très bien faire un programmant où, dans cette vie-ci, la personne va se dire, c'est pas qu'elle se dit en fait, c'est pas ça, mais c'est qu'elle est en loyauté avec ses ancêtres où, on n'arrive pas à pouvoir nourrir les enfants et c'est vraiment des drames parce que à ce moment-là, quand il y a une dizaine ou une vingtaine d'enfants, malheureusement, il y en a plein qui vont décéder à cause de la famine. Alors j'ai Ticia qui me pose une question, donc si on a des difficultés à tomber enceinte ou qu'on perd des enfants, c'est qu'on peut répéter des schémas inconscients. Alors tout à fait, c'est ce que je vous ai dit, ça fait partie des possibilités, mais il y en a plein d'autres. Hein. Il y en a plein d'autres. Là, quand on est en loyauté avec du transgénérationnel, ça parle même pas à l'inconscient, c'est de la mémoire cellulaire. Alors il y en a qui vont dire que c'est dans nos chromosomes. Les chromosomes, ils n'ont rien à voir là-dedans. C'est vraiment vibratoire. Et là, je vous invite à lire le livre hein, qui s'appelle Biologie des croyances, où c'est le docteur Lipton qui explique très très bien tout ça. C'est-à-dire que vos chromosomes, lorsque vous avez une duplication de cellules, c'est pas la cellule qui décide comme ça, tiens, je vais faire tel organe, je vais faire tel truc. Non, non, pas du tout. Il y a votre inconscient qui peut intervenir, mais il y a tout ce qu'on appelle du quantique, c'est-à-dire c'est de l'information, c'est vibratoire. Et quand on parle de correspondance, de loyauté transgénérationnelle, là ça dépasse l'inconscient. Ça dépasse tout ce qui est chromosome, on est dans du vibratoire. Ok ? Donc, on peut être directement en loyauté avec certains ancêtres. Vous avez aussi des femmes qui, chez les ancêtres, eh bien, ont pu avoir des enfants qu'elles ne souhaitaient pas avoir parce que ces enfants étaient issus de viols, elles ne pouvaient pas les nourrir, elles ont été, je dirais, jetées en pâture devant le public, on les a jugées, etc., etc. Vous avez des femmes aussi qui, par exemple, sans remonter très très loin, ont pu avoir un enfant qu'elles n'auraient jamais dû avoir et puis ça fait une honte pas possible dans la famille parce que c'est une famille pieuse et chrétienne et que ça ne se faisait pas de tomber enceinte sans être mariée. En fait, il peut y avoir vraiment tout un tas de scénarios, tout un tas de programmes qui font que avoir un enfant, ça me mène à ma perte. Avoir un enfant, ça a causé la mort. Avoir un enfant, ça a causé beaucoup de tristesse, beaucoup de stress. Avoir un enfant, ça a même causé pas la famine, mais je dirais une perte financière par exemple. Donc ce qui est intéressant, c'est à ce moment-là, c'est d'aller chercher ces différentes informations parce qu'elles vont venir évidemment pour déprogrammer cette loyauté.
le but de ça, c'est de comprendre que si maman n'arrive pas à avoir d'enfant, eh bien, à ce moment-là, c'est que ça ne lui appartient pas. Elle ne peut pas en avoir à un instant T parce qu'elle est toujours en loyauté avec un ancêtre. Alors vous allez me dire, ouais, c'est pas possible, j'y crois pas. Bon, bah ok, ça marche. Bah zappez, allez voir sur TF1 ce qui se passe, il n'y a pas de problème. Ce qu'il faut essayer de comprendre, c'est que comme on est tous le fruit de nos ancêtres, à un moment ou à un autre, on peut très bien être en loyauté avec un ancêtre pour X ou Y raison. Et je vais vous citer par exemple un exemple d'un monsieur qui vient me consulter parce que il me dit, bah j'étais plombier, un jour j'ai pas fait gaffe, j'avais un embout de silicone là au bout de mon pistolet à silicone, j'ai pas fait gaffe mais je me suis écorché ici, je me le suis enfoncé dans la peau là ici, au niveau du torse, voilà, c'est sorti, il a nettoyé, sauf que depuis, il a une énorme balafre ici. Son frangin a la même. C'est des messieurs qui ont une soixantaine d'années. Et il me consulte pour ça. Il me dit, bah, j'ai une énorme cicatrice ici. Alors que je m'étais juste enfoncé un tout petit truc ici, mais j'ai un énorme. Ça me fait tout le long du torse. Et ça faisait à peu près l'épaisseur de mon petit doigt. Et le tissu de la cicatrice était plus dur que mon petit doigt. Eh bien, qu'est-ce qui a conditionné chez lui une énorme balafre pour un tout petit truc d'enfoncer ici, et même chose chez son frangin qui s'est aussi un jour écorché ici et ça lui fait un gros truc. Je lui dis, tu as un de tes ancêtres qui un jour a dû se prendre une poutre ici là et il en est mort étouffé. C'est-à-dire que s'il avait eu une cuirasse, s'il avait eu plus de peau, mais de la surépaisseur de peau, s'il avait eu une membrane pour le protéger, certainement qu'il ne serait pas mort, mais sauf que lui, ben, malheureusement, ça l'a tué. Et donc en fait, ce monsieur et son frère ont trouvé la meilleure solution pour se protéger de quelque chose qui viendrait leur taper ici, c'est de faire une surépaisseur de peau. Donc là, ça dépasse l'inconscient, ça dépasse presque l'entendement pour certaines personnes, c'est juste qu'ils sont en loyauté avec cet ancêtre, et donc cet ancêtre leur a transmis le meilleur programme pour se protéger, et donc du coup, d'une simple petite écorchure, eh bien en fait, ils ont retracé sur leur corps physique là où l'ancêtre avait dû recevoir cette poutre. Vraiment à cet endroit-là. Avec une surépaisseur, c'est-à-dire que bah, vous n'allez pas mourir parce que je vais vous rajouter de la peau, vous allez avoir une peau très très dure, très très ferme, qui va vous protéger en cas de coup. On le déprogramme de tout ça, et sa cicatrice a diminué et est devenue beaucoup plus molle, et après dans le temps elle évolue en permanence, parce que cette séance a dû avoir il y a 2 ou 3 mois, mais sa cicatrice a automatiquement modifié son aspect, et chez son frère aussi. Et ils ont leur fille, enfin lui il a sa fille qui a des difficultés à cicatriser, et elle m'a dit bah ouais, je m'étais fait enlever un truc là sur l'épaule, et la cicatrice qui restait par rapport à ça était vraiment flagrante, et on la voyait beaucoup, mais là elle a commencé aussi à se résorber. Donc c'est ça en fait les loyautés transgénérationnelles, c'est-à-dire que grâce à nos ancêtres, ou dans le malheur de nos ancêtres, ils vont nous transmettre des informations pour nous permettre la meilleure adaptation possible. Le transgénérationnel peut faire en sorte qu'une maman va avoir d'énormes difficultés à avoir un enfant, tout simplement parce qu'il peut y avoir tout un tas de liens avec des femmes, avec des hommes, pour qui l'enfant aura été un drame dans leur vie. Et lorsque l'on porte ces mémoires-là, on peut s'en libérer de manière à faire en sorte que, bah oui, ok, c'est bon, le corps était prêt, mais l'énergie a insufflé pour avoir un enfant, pour procréer, pour pouvoir préserver le clan, préserver la famille, et bien cette énergie-là était perturbée par des loyautés d'ancêtres, pour faire simple. Et puis, il y a Ludo qui me dit les armes karmiques, en quelque sorte, point d'interrogation. Alors, je ne sais pas pourquoi tu mets des points d'interrogation, mais j'allais y venir, au karmique. Donc, on y croit ou on n'y croit pas. Hein. Bah, moi, j'y crois parce que, de toute évidence, ça marche sur les gens. Donc si ça ne marchait pas, j'y croirais pas et je le ferais pas. Mais là, il y a tout un tas d'exemples là-dessus. Si vous voulez, on part du principe que nous sommes une âme qui est venue s'incarner dans ce magnifique corps que j'ai et que vous avez. Notre corps est parfait, l'âme a choisi ce corps-là. Le corps est parfait pour assurer votre survie. Parce que comme vous l'avez peut-être compris,
Si votre corps a des douleurs, certaines douleurs, si votre corps a certaines pathologies qui ne vous appartiennent pas, bah peut-être que vous êtes en loyauté avec des ancêtres, et non pas c'est juste pour faire une cicatrice, mais c'est tout simplement parce que si cet ancêtre avait eu cette pathologie, on va parler à ce moment-là des maladies génétiques, et bien si cet ancêtre avait eu cette pathologie, ça lui aurait certainement assuré une meilleure survie, aussi énorme que cela puisse paraître. C'est comme ça que ça se passe. Donc si je reviens sur du karmique, on part du principe que du coup cette âme a déjà vécu dans d'autres corps, d'autres vies, les milliers d'années qui nous précèdent là aujourd'hui. Et donc, peut-être que si une femme, dans une vie antérieure, a, comment dire, a vécu des drames en rapport avec les enfants, a eu des enfants et est morte en couche dans cette vie antérieure, eh bien ça peut très bien la conditionner dans cette vie-ci à ne pas en avoir. Ça peut être un scénario possible, ça peut être des scénarios possibles, mais en fait c'est super intéressant d'aller chercher aussi, pour moi c'est vraiment l'ultime recours, d'aller chercher dans des vies antérieures pourquoi est-ce que cette personne n'arrive pas à avoir d'enfant. Et là où je dirais ça peut encore aller plus loin que ça, c'est imaginons le couple, eh bien ils étaient déjà en couple dans une vie antérieure, et soit ils ont eu des enfants et ils sont tous décédés, soit ils ont eu des enfants et ils n'ont pas pu les nourrir, ils n'ont pas pu les sauver. Il peut y avoir tout un tas de scénarios dans des vies antérieures, soit ils ont connu la Shoah, ils ont été séparés de leurs enfants et ça a été le pire drame de toute leur vie parce qu'ils n'ont jamais su ce qu'étaient devenus leurs enfants. En fait, ça fait partie des histoires qu'on va trouver dans des vies antérieures qui font qu'aujourd'hui, un couple, c'est pas que maman qui est concernée, il y a des moustiques qui se baladent, c'est les deux parents qui sont concernés par cette difficulté à avoir un enfant. Et là, je peux vous dire que à déprogrammer, c'est du pur bonheur parce que on va aller au-delà de la difficulté à avoir un enfant, on va vraiment aller chercher une information pour faire en sorte que le couple soit encore plus uni, parce qu'on va vraiment les déprogrammer de ce drame qu'ils auront vécu dans une ou deux vies antérieures, de manière à apporter encore plus de paix et plus d'amour dans le couple. Alors, c'est possible, Magali qui pose la question, c'est possible de développer une maladie juste pour avoir des cicatrices d'opération à des endroits précis. Ouais, c'est tout à fait possible. C'est tout à fait possible. Pour le monsieur, par exemple, lui, il avait juste une cicatrice ici et ça lui a fait une grosse balafre, quoi. C'est-à-dire qu'il est vraiment en loyauté avec cet ancêtre. Donc, je vais pas m'étaler sur le karmique parce que là, c'est pareil. Hein, tous les scénarios sont possibles. Mais ce qui est super intéressant à comprendre dans ce que je vous développe ce soir, c'est qu'il n'y a pas de fatalité, il n'y a pas de hasard. Si un couple s'entend bien depuis plusieurs années, qu'ils sont amoureux et qu'ils ont un projet en commun d'avoir un ou des enfants et que mécaniquement tout est parfait, il n'y a pas de hasard pour qu'ils n'y arrivent pas à avoir d'enfants. En fait, ça nous dépasse, ça les dépasse. Il faut aller au-delà de ce que peut dire le corps médical. Il faut aller chercher des informations au-delà de tout ça. Et donc, que ce soit ma pratique ou celle de tout un tas de collègues aussi qui ont des magnifiques pratiques thérapeutiques, eh bien on va aller chercher ces informations ailleurs, dans du transgénérationnel, dans du karmique, dans l'inconscient, hein, chez l'enfant intérieur de la personne ou des personnes, de manière à déprogrammer ces engrammes énergétiques et inconscients qui viennent empêcher les personnes d'avoir un enfant. Alors ce qui est intéressant, c'est que quand on constelle une personne qui n'arrive pas à avoir d'enfant, on peut aussi consteller l'organe, l'utérus, les ovaires, les ovocytes. C'est-à-dire qu'on peut vraiment prendre chacune des parties et faire en sorte de voir quelle est l'énergie de l'organe. Est-ce que l'organe est OK pour avoir un enfant? Est-ce que l'organe, les ovaires en fait sont OK pour, pour envoyer les ovocytes de manière à pouvoir avoir un enfant? Ce qui est intéressant à comprendre aussi, c'est que quand on prend par exemple une femme qui a 30 ans. Donc une femme qui a 30 ans va avoir ses ovules dans ses ovaires. Okay, donc ce qui veut dire qu'elle a déjà la moitié de l'information de l'enfant qu'elle peut avoir. C'est-à-dire que l'enfant qu'elle aura, elle a déjà l'information. Et ce qui se passe, c'est que quand elle va tomber enceinte, bébé, on va prendre une fille, la petite fille qui va être dans le ventre de sa mère,
je ne sais plus si c'est au bout du 4e ou 5e mois, mais les ovaires sont déjà formés et il y a déjà les ovules dans les ovaires de bébé qui est dans le ventre de maman. C'est-à-dire qu'on a 3 générations dans le ventre de la femme. Et là, je peux vous dire que si cette femme vit des drames, vit d'énormes stress en rapport avec son couple, en rapport avec les enfants, en rapport avec la procréation, eh bien pour moi, ça peut vraiment directement beaucoup plus influencer les ovules qui pourront être fécondés, qui sont dans les ovaires de bébé qui est dans le ventre de maman. J'espère que vous m'avez suivi, mais en fait, si on part du principe qu'il y a 3 générations de représenter dans les ovules dans une même personne, eh bien pour moi, la femme qui va être enceinte va influencer en fait 2 générations qui suivent. C'est juste énorme. Alors, je vais regarder si vous avez des questions. Donc Magali, oui, mais pour lui, c'est un accident qui a provoqué la cicatrice, pas une maladie. Ben, en fait, que ce soit une maladie ou un accident, ça va être la même chose. Il n'y aura pas de hasard. Un couple qui n'arrivait pas à avoir d'enfant pendant 12 ans, ils ont adopté, elle est tombée enceinte peu de temps après. Ben ouais. Des fois, il y a des mécanismes inconscients qui se déverrouillent. Ça arrive assez souvent. Vous avez des gens qui vont adopter des enfants ou un enfant. Et puis après, maman, le fruit du hasard devient féconde. Là, je pense que ce qui est intéressant à voir, déjà tant mieux pour eux, surtout si l'enfant était désiré et souhaité, l'enfant qui naîtra de leur couple. Mais ce qu'il y a, c'est que certainement que juste en adoptant un enfant, ça a déverrouillé des blocages inconscients. Peut-être que inconsciemment, la personne, c'est inconsciemment évidemment, pour elle, ne pouvait pas avoir d'enfant ou ça allait être trop dur d'avoir un enfant. Elle a un enfant, elle arrive à s'en occuper, tout va bien, elle arrive à le nourrir. Eh bien, tout un tas de programmes inconscients qui peuvent être mis en transgénérationnel ou autre, eh bien, ils s'écroulent, puisqu'en fait, quelque part, elle fait ses preuves, elle se libère de tous ses stress inconscients et transgénérationnels, et à ce moment-là, elle est féconde à ce moment-là. Donc on peut, comme je vous disais, on peut, hop, je regarde les commentaires, on peut consteller l'organe. Donc ça m'est arrivé. Imaginons une maman qui, avant d'être maman, en fait, prenait la pilule ou avait un stérilet. Eh ben, en fait, ça fait pas semblant quand même. C'est-à-dire que soit on fait appel à de la chimie ou on fait appel à de la mécanique. Et ce qui se passe, c'est que il va y avoir une mémoire dans le corps. C'est-à-dire que pendant un certain temps, la femme a fait en sorte de ne pas pouvoir être féconde. Ça, c'est un super programmant pour, à limite, bloquer une future fécondation. C'est-à-dire que si le corps se souvient de ça, on n'a pas voulu que je puisse procréer, on n'a pas voulu que je puisse procréer, eh bien la mémoire cellulaire va agir et à ce moment-là, ça va faire en sorte que maman n'arrivera pas à procréer parce que ce sont les organes qui se sont bloqués, je dirais, qui se sont verrouillés sur ce programme-là. Donc on va consteller l'organe pour faire en sorte de pour le libérer de ce stress-là, le libérer de cette mémoire qui l'empêche en fait de procréer à son tour. Ok ? Alors si vous avez des questions, n'hésitez pas. Mais on est vraiment dans de la magie de la vie, dans le sens où on n'est pas des machines, quoi. On n'est pas des machines, c'est pas parce que les spermatozoïdes sont au top de leur forme, que les ovules n'ont qu'une envie, c'est de rencontrer un spermatozoïde, que l'utérus est ok pour accepter un œuf ou plusieurs ovocytes, que ça peut marcher. Et si ça marche pas, il faut aller voir ailleurs. Et je dirais que c'est vraiment la magie de la vie qui va s'exprimer parce que comme on n'est pas des machines, eh bien en effet on est influencé par tout un tas de paramètres qui font que eh bien dans la vie, on ne choisit pas tout ce qu'on veut pour soi et que les influences inconscientes de nos ancêtres et karmiques font que ça fait déjà une belle salade, ça c'est sûr, mais plus on va élever sa conscience à toutes ces strates de nos vies, plus on va élever sa conscience, plus on va prendre conscience qu'en fait on est des êtres multifactoriels, on est des êtres qui sommes influencés par différentes choses. Différentes choses, c'est pas un très beau mot, mais on est influencé en fait par tout un tas d'éléments qui sont extérieurs à nous. Quand on comprend tout ça, eh bien ça permet d'accéder à une certaine humilité et aussi d'être beaucoup moins en dualité. Et évidemment, la médecine aujourd'hui, elle a du mal à accrocher encore à ces termes-là, sachant que quelque part, il y a de plus en plus de professionnels qui s'ouvrent à tout ça. Alors, et pour un homme stérile, c'est comme pour la femme, en fait, on va aller chercher dans son enfant intérieur, qu'est-ce qui fait qu'en fait, il ne doit pas procréer.
Il y a aussi le fait que est-ce que l'enfant était désiré, est-ce que c'était bien pour lui d'être un homme, voilà, il y a tout un tas de programmes inconscients qui peuvent arriver. Des femmes sont déjà tombées enceintes grâce à tes séances alors bah, en fait, c'est pas ma spécialité, j'en ai eu quelques-unes, et sachant qu'elles faisaient et des séances avec moi, il y en a qui faisaient aussi de l'acupressure, de l'acupuncture, il y en a qui étaient suivis par d'autres méthodes thérapeutiques, donc je dirais que c'est pas forcément moi qui suis le seul intervenant pour faire en sorte que les personnes tombent enceintes, mais toujours est-il que j'ai forcément ma participation a forcément été active là-dedans. Quand tu fais une constellation, tu déprogrammes immédiatement ou ça prend un peu de temps pour que le corps intègre cette information. Donc là, en fait, Pascaline, dans ta question, la réponse est dans la question. Comme on est dans les séances, en fait, quelque part, elles agissent. La personne, en fait, ressent des choses avant la séance. Même si la séance, on ne s'est pas encore vu, on n'a pas été même en, comment dire, même en les séances en visio. Même si on n'a pas encore fait la séance, il y a des personnes, en fait, le matin de la séance, on se voit l'après-midi, mais le matin de la séance, elles sont KO, ou elles sont pas forcément hyper en stress, mais il y a déjà des choses qui évoluent chez elles, quoi. C'est juste énorme. Évidemment, ça agit immédiatement pendant la séance, et après, bah, il y a ce temps d'infusion. C'est-à-dire que chez certaines personnes, ça va agir très vite, ça va prendre que quelques jours. Chez d'autres, ça va prendre 3 semaines, et chez d'autres, ça va prendre 3 mois. Il n'y a pas de vérité absolue là-dessus, ça dépend vraiment de chaque personne. Et je dirais, ça dépend aussi, plus la personne a une élévation de conscience importante, mieux ça va agir, plus ça va agir. C'est-à-dire que quelqu'un qui serait à fond dans le mental, à la limite qui doute de ce qu'on fait pendant la séance, généralement, ça met beaucoup de temps à agir. Par contre, la personne qui y croit complètement, qui se dit, moi j'ai tout bon espoir, je crois en ce que je fais, je crois en ce qu'on me dit, parce que j'ai déjà lu des bouquins ou parce que je sais que ça marchait avec d'autres personnes. En fait, après, c'est le bouche à oreille. Aujourd'hui, il y a plein de personnes qui viennent me voir et me disent bah, j'ai été recommandé par telle et telle personne, je viens vous voir parce que bah, là, je m'en sors pas et je viens vous voir parce que bah, je sais que vous avez de bons résultats. Déjà, dans la personne, il y a 50% du boulot qui est fait en fait. Elle me fait confiance, elle me connaît pas, mais elle me fait déjà confiance. Et ça c'est déjà énorme. Donc voilà, le temps que ça mettra à agir chez une personne, c'est très relatif à chaque personne. Et je sais que pour certaines, par exemple chez les enfants, qui ont beaucoup moins de strates de filtres que les adultes, ça agit beaucoup plus vite. Il y a quelques femmes enceintes qui sont venues me consulter pour des problèmes divers et variés, et j'ai canalisé bébé qui était dans le ventre de maman en même temps. C'est-à-dire que avant que bébé naisse, on le déprogramme des stress de maman ou des stress de papa. C'est-à-dire qu'autant faire en sorte que l'accouchement se passe pour le mieux, qu'il n'y ait pas de césarienne, qu'il n'y ait pas de péridurale, qu'il n'y ait pas d'accouchement, que le bébé ne se présente pas par le bassin. Euh, Si on déprogramme le bébé des stress avant sa naissance, bah, c'est génial. Du coup, le bébé, lui, il va naître en temps et en heure au moment où il doit naître, et puis l'accouchement se passera dans les meilleures conditions. De manière inconsciente, ça vient du conjoint, ce conjoint que l'on aime et avec qui on reste. Comment expliquer que les FIF peuvent fonctionner? Comment expliquer que les FIF peuvent fonctionner? Bah, j'ai pas de réponse. Tant mieux si ça fonctionne. Il y en a pour qui ça fonctionne pas. Il y en a qui vont faire plusieurs FIV et ça veut toujours pas fonctionner. Donc c'est que l'information est ailleurs. Peut-être qu'après, quand ils font une FIV, en fait, ils vont sélectionner les spermatozoïdes. Donc peut-être que papa n'a pas non plus un sperme qui est super fécond. Et puis voilà, ils vont vraiment faire en sorte que le spermatozoïde aille dans l'ovule, qu'on ait du coup un ovocyte là. Et c'est lui qu'on va aller implanter directement, quasiment directement en fait au niveau de l'utérus. Mais après, il y a tout un tas d'hormonales qui se font avec. Donc évidemment, les progrès de la science font qu'aujourd'hui, il y a des personnes qui arrivent à avoir des enfants sans aller chercher ces considérations inconscientes de vie antérieure ou transgénérationnelle. On est d'accord, hein, mais moi, si je fais cette visio ce soir, justement, c'est pour sortir des sentiers battus, pour parler des personnes qui, même si elles ont fait des FIV et que ça marche pas, qui ont fait les traitements hormonaux, eh bien, moi, j'ai d'autres réponses à donner que ce que peut proposer la médecine, c'est-à-dire de les déprogrammer par rapport à des loyautés ou à un inconscient qui bloque. Eh bien écoutez, je pense qu'on approche de l'heure fatidique des 21 heures. Pour moi c'est ok, j'ai dit ce que j'avais à dire et ce que j'avais à vous partager concernant les expériences et mon point de vue sur les personnes qui pouvaient avoir des difficultés à avoir un enfant.
J'espère que ça vous aura intéressé, peut-être éclairé sur certains points, certains sujets. En tout cas, je vous dis à mercredi soir prochain. En attendant, prenez soin de vous. N'hésitez pas à partager la vidéo. Elle sera sur YouTube, sur ma chaîne YouTube qui s'appelle Grégory Pelletier, où il y a tous les autres Facebook Live qui sont présents. Donc voilà, je vous invite à aller jeter un œil dessus. Il y a tout un tas de sujets qui sont plus intéressants les uns que les autres. De même que quand vous allez sur YouTube, je vous invite, c'est gratuit, à me faire un petit commentaire, à liker, à vous abonner. Ça permet de faciliter le référencement des vidéos sur YouTube. Et moi je suis content parce que du coup un maximum de personnes peuvent en profiter. J'ai fait des vidéos sur l'endométriose, j'ai fait des vidéos sur la gestion du stress. Je peux vous dire qu'il y a des gens, mais ils sont super contents d'avoir vu la vidéo. Après ils prennent contact avec moi, on va se faire une séance. Et très souvent en une séance, c'est fini, on n'en parle plus quoi. C'est ça qui est génial, c'est-à-dire qu'on diffuse, vous diffusez l'information, moi je diffuse l'information, après les gens en font ce qu'ils veulent évidemment, mais quelque part, vous-même à votre niveau, vous pouvez participer au fait que des personnes qui sont dans certaines souffrances, elles vont voir une vidéo, elles vont se dire « Putain, j'ai compris le truc, je comprends pourquoi maintenant est-ce qu'aujourd'hui je vis ci, je vis ça et que je peux m'en libérer », sachant que vous avez des personnes, ça fait des années, des dizaines d'années, qu'elles sont dans une errance parce qu'elles n'ont pas de mots MOTS à mettre sur leurs mots. Et quand elles tombent sur une de mes vidéos et qu'elles comprennent, qu'elles disent « Ah mais bien sûr, j'ai l'arrière-grand-père qui a vécu ça quand il était au front et moi je suis directement en loyauté avec lui parce que je suis quelque part, je me fais un diabète, tout simplement parce que j'ai l'impression d'être tout le temps au combat et que je dois fournir en permanence un effort physique intense. » Ben ouais, et si on peut la déprogrammer son diabète juste en la libérant de cette loyauté avec cet ancêtre, je dirais que c'est trop génial quoi. Ok ? Eh bien, merci Stéphanie de me souhaiter une très belle soirée. Très belle soirée à toi Stéphanie, très belle soirée à vous tous et à vous toutes. Je vous embrasse et à très bientôt. Ciao.